La ville de Falloujah est située à un peu plus de 30 miles à l'ouest de Bagdad, reposant sur la rive est du fleuve Euphrate. Une ville industrielle densément peuplée, en 2004, c'était un bastion du parti Baath de Saddam Hussein et après la première bataille de Falloujah au printemps de 2004, elle est devenue un foyer extrémiste attirant des insurgés des villes voisines. Bien qu'une unité de sécurité irakienne nouvellement formée, nommée la brigade de Falloujah, ait été chargée de s'occuper de la ville et d'empêcher le retour des insurgés, la présence de la brigade a été de courte durée. Ceux qui faisaient partie de la brigade étaient largement désintéressés par le conflit et la confrontation, et le groupe a finalement été dissous, certains membres choisissant de rejoindre l'insurrection à la place. Ainsi, au cours des mois suivants, Falloujah est retombé aux mains des extrémistes. Des estimations approximatives placent environ 4500 insurgés à Falloujah fin, et bien que l'Irakien, le gouvernement intérimaire ait tenté d'éteindre les insurgés eux-mêmes, ils n'ont pas réussi à le faire. Les extrémistes continuèrent de parcourir les rues, se mêlant à la foule, et pouvaient facilement rester cachés dans un paysage urbain aussi vaste et densément peuplé. Cela a suscité l'inquiétude des responsables irakiens et américains, car la première élection générale approchait en janvier 2005 et les deux gouvernements craignaient que les insurgés ne sapent le processus et que les citoyens soient empêchés de voter. Ces préoccupations ont finalement incité les personnalités politiques et militaires américaines, britanniques et irakiennes à reprendre la ville de Falloujah. L'attaque prévue contre les insurgés dans la ville était à l'origine baptisée Opération Phantom Fury, mais le Premier ministre irakien l'a rapidement rebaptisée Opération Al-Fajr pour montrer qu'il s'agissait bien d'une mission soutenue par l'Irak. Les principaux objectifs de l'opération étaient de vaincre les forces d'opposition, d'occuper la ville et de nettoyer à la fois les caches d'insurgés et leurs approvisionnements. La première division des Marines a dirigé le plan et un mélange d'environ 15 500 troupes américaines et britanniques et des forces de sécurité irakiennes ont participé au conflit. Des tracts ont été largués sur la ville pour informer les civils de l'attaque imminente et les inciter à fuir la ville. Quiconque resterait en arrière serait vu comme un ennemi. Pour encourager les citoyens à partir, les forces de la coalition avaient des journalistes intégrés dans leurs unités, qui rapportèrent le mauvais traitement des forces de sécurité et des locaux par les insurgés. La campagne s'est vite révélée efficace. Seuls environ 30 000 civils restaient au début du combat. En préparation de l'assaut à venir, les insurgés ont commencé à construire et à planter des centaines d'engins explosifs improvisés, ont creusé des tunnels sous les bâtiments pour les utiliser comme voie d'évasion et ont planté des caches de fournitures auxquelles ils pourraient accéder entre les combats. Parce qu'ils croyaient que les forces de la coalition attaqueraient du sud ou du sud-est, ils ont concentré la majorité de leur défense ici. Pendant ce temps, les forces de la coalition se préparaient en analysant les erreurs de la première bataille de Falloujah et les leçons à en tirer. Finalement, ils ont conclu qu'ils devaient recueillir des renseignements, positionner leurs forces et, globalement, passer plus de temps à se préparer et à planifier. C'est pourquoi la bataille n'a finalement commencé qu'en novembre. Pour les aider à se préparer, ils ont recueilli des données minutieuses sur l'environnement, accumulé des fournitures et examiné attentivement la meilleure façon d'attaquer, y compris en identifiant des positions potentielles de tireurs d'élite, des barrages routiers, des caches d'armes et d'autres informations importantes. Tout au long du mois d'octobre, les unités participantes ont appris les procédures opérationnelles standards des autres, leur permettant d'être plus confiants les uns avec les autres et pleinement intégrés en une seule unité, plutôt que d'opérer comme plusieurs unités séparées combinées. Les forces de la coalition ont également cherché à dérouter l'ennemi en menant des attaques de sondage au sud et au sud-est de la ville pour leur faire croire que ce serait le point de leur attaque. Ils ont aussi bâti une base militaire factice. L'opération a finalement commencé le soir du 7 novembre lorsque la Task Force Wolfpack, composée de plusieurs unités de l'armée et des Marines américaines, a fait irruption à Falloujah depuis l'ouest de la ville.
Les forces de la coalition ont d'abord sécurisé un hôpital que les renseignements avaient déterminé comme étant utilisé comme centre de commandement. Puis ils ont capturé 2 ponts hors de la ville, entravant les mouvements insurgés à l'intérieur et à l'extérieur de Falloujah. Le jour suivant, un raid aérien de 12 heures a commencé sur le sud et le sud-est de la ville pour distraire les insurgés et leur faire croire qu'ils n'étaient attaqués que dans cette direction. D'autres unités ont été envoyées à la frontière irako-syrienne pour fermer les points d'entrée et empêcher l'arrivée de renforts ennemis, ainsi que pour empêcher les insurgés de fuir. Comme prévu, les défenses du nord des insurgés étaient principalement placées dans le sud et le sud-est, laissant le nord de la ville libre de nombreux pièges qui avaient été posés. Cela a permis aux forces de la coalition d'éviter les défenses lorsqu'elles entraient et capturaient diverses zones de la ville. Et elles ont finalement coupé l'électricité pour entraver les opérations des insurgés. Du 8 au 9 novembre, les forces opérationnelles ont utilisé des méthodes légèrement différentes pour nettoyer le nord de la ville. Certains pensaient qu'il valait mieux dégager tous les bâtiments possibles, ralentissant l'avancée mais empêchant les insurgés de se cacher ou de s'échapper. Certains n'ont contrôlé que les bâtiments d'où ils essuyaient des tirs, avançant ainsi plus rapidement et couvrant une plus grande superficie. Toutefois, ces diverses approches ont entravé les efforts des forces de la coalition. Le 9 novembre, dans le nord-est de la ville, une unité blindée nommée Task Force 22 a rapidement traversé la ville, tandis qu'une unité de Marines qui se trouvait également dans la zone a eu du mal à se déplacer aussi rapidement en raison d'un manque d'armure. En conséquence, ils ont dû compter sur le feu d'artillerie et le soutien aérien qui n'était pas toujours disponible compte tenu qu'ils répondaient aux besoins d'autres unités à travers la ville. Les insurgés ont rapidement compris qu'ils pouvaient contourner la Task Force 22 et s'en prendre aux Marines non blindés après le départ de la force opérationnelle. Cela a contraint la Task Force 22 à revenir dans les zones préalablement sécurisées pour aider les unités de Marines vulnérables. Bien que cela ait ralenti le rythme global des forces de la coalition et rendu la bataille initiale un peu plus délicate que prévu, à la fin de la journée du 9 novembre, plusieurs unités avaient réussi à atteindre la moitié de la ville. Dans les jours qui suivirent, les forces de la coalition poursuivirent leur avancée vers le sud. Malgré leur meilleure seigneur préparation, il n'était pas toujours facile de prévoir quelles zones se révéleraient plus difficiles que d'autres. Alors que certaines parties de la ville n'offraient qu'une résistance légère, les troupes américaines et les bataillons irakiens étaient soumis à un feu nourri dans d'autres. En conséquence, ils ont commencé à adopter une routine consistant d'abord à ordonner une frappe aérienne suivie d'artillerie ou de mortier avant que ceux au sol ne commencent à avancer. Un bâtiment à la fois serait entré puis vidé. À ce stade, les combats dans la rue s'étaient avérés trop difficiles pour les insurgés et ils préféraient tôt rester et combattre depuis l'intérieur des bâtiments. Ils combattaient souvent en groupe de 4 à 12 et utilisaient des engins explosifs improvisés, des roquettes anti-chars et d'autres armes. Et tandis que certains combattaient avant de s'échapper, d'autres restaient et combattaient jusqu'à leur mort. La nuit, les troupes pouvaient se reposer, car pour des raisons inconnues, les insurgés n'attaquaient pas quand il faisait noir. L'ampleur du conflit était énorme, et de ce fait, la quantité de ressources utilisées l'était également. Cela est en partie dû au fait que les opérations urbaines offensives peuvent utiliser 4 fois plus de munitions par rapport à d'autres campagnes en raison de la nature du terrain. Cela permet aux cibles de se dissimuler facilement à des fins défensives. Il a été rapporté plus tard que les forces de la coalition ont tiré environ 4000 obus d'artillerie et environ 10 000 obus de mortier pendant le conflit, tandis que les avions et les hélicoptères de combat ont largué environ 318 bombes, tiré 391 roquettes et envoyé 93 000 balles de mitrailleuses en soutien aux troupes au sol. Le 15 novembre, un peu plus d'une semaine après le début de l'assaut, les responsables américains ont annoncé que la majorité de la ville avait été reprise et que les forces de la coalition étaient encore en train d'attaquer les insurgés restants dans le sud et le sud-ouest de la ville. Cependant, l'opération a continué jusqu'au 23 décembre, avec des unités américaines et irakiennes démantelant des engins explosifs improvisés et nettoyant des caches d'armes et de petites zones d'insurgés. Après la fin du conflit, les forces de la coalition se sont attelées à la tâche de tenter de reconstruire la ville, de remettre en marche les services d'urgence et de mettre en place des systèmes d'électricité et d'égouts. Bien que la deuxième bataille de Falloujah ait été un succès, elle n'a pas été sans ses critiques.
Le 10 novembre 2004, le Washington Post a rapporté que du phosphore blanc était utilisé dans la bataille, un journaliste intégré à la Task Force 22 affirmant qu'il avait vu des canons d'artillerie tirer des projectiles au phosphore blanc. Ces projectiles, je cite, créent un écran de feu qui ne peut pas être éteint avec de l'eau. Les insurgés ont signalé avoir été attaqués avec une substance qui fondait leur peau, une réaction cohérente avec les brûlures au phosphore blanc. L'année suivante, un documentaire intitulé « Fallujah, le massacre caché » a soutenu les affirmations selon lesquelles les États-Unis avaient utilisé des armes au phosphore blanc qui ont touché à la fois les forces ennemies et les civils, qui ont été tués ou laissés avec des brûlures chimiques à cause de ces armes. Des reportages de 2004 ont également noté que des cadavres avaient été trouvés soit partiellement brûlés ou fondus, tandis que le documentaire de 2005 montrait des images graphiques de brûlures chimiques si graves qu'elles avaient pénétré jusqu'aux os des civils, y compris des enfants. Bien que l'ambassadeur des États-Unis au Royaume-Uni, Robert Tuttle, ait tenté de nier les affirmations selon lesquelles le phosphore blanc avait été utilisé comme arme pendant le conflit, le porte-parole du département de la Défense des États-Unis, le lieutenant-colonel Barry Venable, a déclaré à la British Broadcasting Corporation que les rapports étaient corrects et que de telles armes avaient été utilisées dans le cadre d'une stratégie pour faire sortir les insurgés des bâtiments, affirmant, je cite, « Lorsque vous avez des forces ennemies qui sont dans des positions couvertes, que vos obus d'artillerie à la haute explosion n'ont pas d'impact sûr et que vous souhaitez les faire sortir de ces positions, une technique consiste à tirer un obus de phosphore blanc dans la position en raison des effets combinés du feu et de la fumée, et dans certains cas de la terreur provoquée par l'explosion. Les explosifs puissants feront sortir les ennemis de leurs trous pour que vous puissiez les éliminer. » Plusieurs autres scandales liés au conflit ont rapidement émergé. À la mi-novembre 2004, un marine américain a été critiqué lorsqu'une vidéo a été diffusée sur National Broadcasting Company News montrant le marine tirant sur un insurgé blessé, tout en prétendant que l'individu irakien faisait le mort. Une enquête a été menée peu après la diffusion des images, mais les responsables du Naval Criminal Investigative Service ont conclu que le marine avait agi en légitime défense. À peu près à la même époque, un média français a allégué que les hommes et les garçons âgés de 15 à 50 ans avaient été empêchés de quitter la ville avant le début du conflit, car ils étaient considérés comme étant en âge de combattre. Cela explique les environ 30 000 civils qui sont restés dans la ville après avoir été avertis du conflit imminent. En 2009, il y a également eu des critiques sur le fait que les forces américaines avaient utilisé des obus à l'uranium appauvri pendant la bataille. Ces obus, pour pénétrer l'armure, dispersent de la poussière d'uranium appauvri radioactive dans l'environnement lors de l'impact. Alors qu'un journal affirmait que les taux de mortalité infantile élevés, les malformations congénitales et le cancer étaient devenus monnaie courante grâce à l'utilisation de ces obus, une étude de 2012 affirmait que les preuves disponibles ne montraient pas une augmentation claire des malformations congénitales ou une indication claire d'une possible exposition environnementale incluant l'uranium appauvri. Il a s'y ajouté. Il n'y a en réalité aucune preuve substantielle que des défauts génétiques peuvent résulter d'une exposition parentale à l'uranium appauvri dans n'importe quelle circonstance. Une autre étude publiée la même année a conclu que les taux plus élevés d'anomalies congénitales sont censés être causés par une exposition à un agent génotoxique, possiblement l'uranium. Ce conflit est considéré comme la bataille la plus sanglante et féroce de la guerre en Irak. Il a vu la mort d'environ 110 troupes de la force de la coalition, tandis que 600 autres ont été blessés et entre 1000, 200 et 2000 insurgés ont été tués et un autre 1500 ont été capturés. En plus de cela, environ 800 civils ont été tués au milieu de tout cela. Et cela ne tient pas compte des centaines de soldats qui sont rentrés chez eux en tant que personnes différentes et des nombreuses troupes qui ont mis fin à leur propre vie après avoir affronté de telles conditions cauchemardesques. Un vétéran se souvient, je cite, « Nous avons malheureusement perdu plus de Marines qui y ont mis fin à leur propre vie que nous en avons perdu au combat. » Rien n'est plus déchirant que de perdre quelqu'un par suicide après qu'il a survécu à tout ce qu'il a vécu. Fin de citation. Le caporal-chef Chris Lowe a été affecté au 5e régiment de Marines en tant que technicien en déminage pendant la bataille et a finalement quitté les Marines en 2016. Après la seconde bataille de Fallujah, on lui a diagnostiqué un trouble de stress post-traumatique et un traumatisme crânien. Bien que la vie ait été difficile pour lui dans les années qui ont suivi, il se considère chanceux de ne pas avoir été poussé si loin au bord du gouffre qu'il a mis fin à ses jours lui-même.
Il a commencé à regarder les bons souvenirs qu'il a ramenés chez lui, plutôt que de se concentrer sur les horreurs qu'il a endurées, déclarant, je cite, « Le temps passé là-bas, le sang, la sueur, les larmes et même le rire, parce qu'il y a eu beaucoup de très bons moments, une bonne camaraderie, ces souvenirs vont durer éternellement. Le mieux que je puisse faire est de vivre pour ceux qui ne peuvent revenir. »